très bien que M. le sénateur pose la question aussi aux syndicats patronaux tout à l'heure. Mais ce qui est vrai, c'est que non seulement il y a le problème de l'évasion fiscale qui a été cité, mais il y a aussi le fait que les bureaux de fiscalité des grandes entreprises sont parmi les bureaux les plus rentables de l'entreprise. Parce qu'on peut utiliser tous les effets d'aubaine, parce qu'on peut utiliser toutes les niches fiscales, et que ceux qui travaillent dans ces bureaux-là sont extrêmement rentables. En ce qui concerne, et ça m'intéresse encore plus, le financement de la protection sociale, j'avoue que la CFTC a été longtemps, il y a une dizaine d'années encore, très attachée à ce que la protection sociale soit financée par les entreprises, cotisations patronales, cotisations salariales. Parce que sinon, philosophiquement parlant, on va vers une instrumentalisation du travail. L'entreprise ne s'intéresse qu'aux salariés qui produisent, ne s'intéresse plus aux salariés qui ont une santé, aux salariés qui ont une famille. Et il y a là un problème culturel grave. Mais il faut bien se rendre à l'évidence de la réalité des faits. C'est que ça ne peut plus être aujourd'hui, en pratique, financé sur le travail, dans la mesure où il y a des problèmes de compétitivité. Et aussi parce que nous réclamons, tous les syndicats, une meilleure répartition des richesses à l'occasion de la réforme du financement de la protection sociale. L'une des oppositions majeures à la loi sur les retraites a été le manque de partage des richesses à l'occasion de cette réforme des retraites. Et on recommence là. Même pas 20% sera financé par une augmentation de la CSG patrimoine. Et 80% va être financé en plus par la CSG, la TVA sociale. Donc il faut que ce soit l'occasion d'un meilleur partage des richesses. Il ne s'agit pas de faire la révolution demain, il s'agit de progresser dans le partage des richesses. Voilà à peu près ce que j'avais à dire rapidement sur des questions qui sont très intéressantes. Merci, M. Lardy. Oui, merci. Rapidement, pour répondre à M. Jeannereau et à M. Barbier, vous avez tout à fait raison, je crois, ne faisons pas dire au droit européen ce qu'il ne dit pas. Je pense, effectivement, je me souviens des débats que vous aviez eus avec Laurent Wauquiez là-dessus. Le droit européen n'empêche pas, on a l'exemple de l'APEC, l'exemple de l'Agence pour l'emploi des cadres, le droit européen n'empêche pas, à notre sens, de créer des services d'intérêt économique généraux, des SIEG, de cibler, de mettre en place des populations cibles qui évitent de rentrer dans des logiques de concurrence non faussée. Le droit européen ne dit pas qu'il faut de la concurrence sur tout forcément. Il dit simplement on ne peut pas empêcher un opérateur privé d'aller sur un marché potentiellement s'il y a de la demande du marché. Or, sur certains publics, on sait très bien que les opérateurs n'iront pas. Donc on n'est pas dans une logique de concurrence. Donc le droit européen, nous c'est ce qu'on défend, notamment pour l'AFPA, mais pour d'autres opérateurs, le droit européen, notamment pour les régions, le droit européen n'empêche pas la création de services publics. Et nous, c'est un débat qu'on mettra, on est en train d'y travailler un peu plus précisément, mais c'est un vrai débat. Après, sur la question des formations, moi je pense que la question de la formation professionnelle, elle n'est pas déconnectée des problématiques économiques. Je veux dire, à un moment, oui, on peut former des gens très bien formés au chômage. On les forme pour le chômage, donc c'est un vrai débat. Je rappelle quand même que les grandes tendances historiques de notre système de formation professionnelle, c'est beaucoup plus de stagiaires, mais moins d'heures. C'est-à-dire que vous avez une courbe qui se croise à un moment, dans les années 90. C'est-à-dire qu'on forme, grosso modo, en tout cas pour les salariés, ce qui n'est pas le cas pour les demandeurs d'emploi, avec 45% des stagiaires par an, mais avec des formations beaucoup plus courtes. C'est-à-dire, or on sait que... Alors, donc ce sont des formations d'adaptation uniquement au poste. Or on sait que généralement, les formations qui permettent à un salarié de mieux rebondir, un demandeur d'emploi, sont des formations longues et qualifiantes. C'est pour ça qu'au sommet social, on a mis aussi la question du congé individuel de formation, qui est l'objet de la transition professionnelle. C'est l'objet de la reconversion, mais à un moment, on aura un problème de financement. On a baissé de 10%, 35 000 l'année dernière, alors qu'on est aux alentours de 45 000. C'est un vrai débat que nous, on souhaiterait, parce que c'est des formations qualifiantes longues qui marchent, parce qu'on sort. Très rapidement, sur les questions de... régime fiscal, alors moi je ne répondrai pas à M. Pinton ni oui, non, je mettrai peut-être.
Simplement, le débat, et je rebondis sur le débat global de la question de la protection sociale, compétitivité. Nous, à FO, ce que nous disons sur la question de la protection sociale, je trouve qu'on prend un peu le problème à l'envers. Peut-être que le vrai débat, mais je rejoins mes collègues, un vrai débat sur la question de la protection sociale, qu'est-ce qu'on veut comme niveau de protection sociale dans notre pays? C'est un vrai débat qu'on doit avoir. Plutôt que de dire on met de la TVA, voilà, c'est le vrai débat. Alors peut-être que c'est le moment, je vais dire que c'est le moment citoyen pour avoir un vrai débat. Quel est le niveau de protection sociale? Qu'est-ce qui relève de l'impôt, de la solidarité nationale? Qu'est-ce qui relève de la cotisation? Déjà, prenons ce débat par ce bout-là. Prenons ce débat par ce bout-là. Et peut-être parce que la question... Et pour nous, à Force Ouvrière, le débat, c'est pas simplement de la compétitivité. Hein. Parce que derrière se pose la compétitivité, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est ça le débat qu'on doit avoir aussi. Être compétitif, pourquoi faire? Pour quel modèle? Pour quel modèle? Donc le débat, je rappelle que la protection sociale, c'est aussi un outil puissant de la redistribution. Vous voyez les chiffres de la consommation intérieure dans notre pays en 2011, hein, on a baissé. Hein. Donc c'est un outil de redistribution énorme aussi. Donc voilà, c'est et pour terminer sur la question, mais ça revient sur le débat que vous évoquiez sur la question de la protection sociale, fiscalité, c'est que le débat, il n'est pas simplement français. Hein. Le débat, il est bien évidemment européen, parce que, qu'on le veuille ou non, la façon dont dans ces dernières années s'est construite l'Europe, c'est aussi ce dumping fiscal. Bernard en parlait, lorsque vous avez un certain nombre de niches, ou c'est pas niches, hein, bon, qui ont été déclassées, lorsque vous avez le régime fiscal des sociétés mères et filiales qui permet, lorsque vous avez une filiale qui verse des dividendes à la société mère, à ce que la société mère ne mette pas ça dans son assiette sur l'impôt sur les sociétés, bah, c'est 30 milliards par an. C'est 30 milliards par an. Et toutes les entreprises multinationales, effectivement, elles vont à La Haye ou à Dublin. Vous aviez un taux d'imposition sur la société qui était aux alentours de 7%. Donc le débat, je pense qu'il n'est pas franco-français. Idem pour la question de la TVA, il n'est pas franco-français, mais donc ça pose la question aussi de la capacité des traités, de revisiter les traités européens, parce que derrière, tout ce qui est question fiscale, c'est une question, il faut l'unanimité de l'ensemble des membres de l'Union européenne. Donc le débat pour nous, il n'est pas simplement franco-français, il est aussi européen, à l'intérieur de la zone euro et au sein de l'Union européenne. Merci.